Il y a des milliers d'années, nos ancêtres regardèrent le ciel nocturne et se demandaient ce qui existait au-delà des étoiles. Ils ont construit des monuments gigantesques, étudié les mouvements des planètes et tenté de comprendre notre place dans l'univers. Aujourd'hui, la NASA poursuit ce même voyage de découverte, mais avec des outils que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Depuis les premières missions qui nous ont emmenés sur la Lune, jusqu'aux télescopes modernes qui capturent la lumière de galaxies si lointaines qu'il a fallu des milliards d'années pour nous parvenir, chaque découverte révèle quelque chose de nouveau et de surprenant sur le cosmos. Dans ce voyage relaxant de plus de 2 heures, nous explorerons les découvertes les plus incroyables de l'agence spatiale, des planètes couvertes de glace aux confins du système solaire, aux trous noirs géants au centre de galaxies lointaines. Nous découvrirons des lunes qui pourraient abriter des océans cachés, des nébuleuses où de nouvelles étoiles naissent chaque jour, et des phénomènes si étranges qu'ils remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Chaque découverte est une pièce du puzzle géant qu'est notre univers, et la NASA nous a montré que plus nous apprenons, plus nous réalisons combien il reste encore à découvrir. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez, installez-vous confortablement et détendez-vous, commençons. Ce soir, nous n'allons pas parler de la fin du monde ni du début de tout. Nous allons plutôt lever les yeux vers le ciel nocturne et nous demander quelque chose de simple mais profond, quelque chose que nos ancêtres se demandaient déjà il y a des milliers d'années, bien avant que les télescopes n'existent, bien avant que nous sachions même que d'autres planètes tournaient autour d'autres étoiles. Nous allons nous demander ce qui se cache là-haut, dans cette immensité silencieuse qui s'étend au-delà de notre atmosphère. Et nous allons le faire doucement, sans précipitation, en laissant chaque découverte prendre son temps, comme si nous feuilletions un livre écrit dans la lumière des étoiles. La NASA, cette agence spatiale dont le nom résonne partout dans le monde, n'a pas seulement envoyé des hommes sur la Lune ou des robots sur Mars. Elle a ouvert des fenêtres sur l'univers que personne n'aurait pu imaginer. Elle a pointé des télescopes vers des endroits si lointains que la lumière qui nous en parvient a voyagé pendant des milliards d'années avant d'atteindre nos instruments. Elle a découvert des lunes cachées sous des océans de glace, des planètes si étranges qu'elles défient tout ce que nous pensions savoir, et des phénomènes si puissants qu'ils éclipsent la brillance de galaxies entières. Chaque découverte est une pièce d'un puzzle gigantesque, et plus nous en apprenons, plus nous réalisons à quel point ce puzzle est vaste. Avant de commencer ce voyage à travers les découvertes les plus incroyables de la NASA, j'aimerais savoir où vous vous trouvez en ce moment. Peut-être êtes-vous allongé dans votre lit, les lumières éteintes, cherchant le calme après une longue journée. Peut-être êtes-vous assis près d'une fenêtre, regardant les étoiles sans vraiment les voir. Où que vous soyez, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette contemplation. Partout sur cette planète, des gens lèvent les yeux vers le même ciel, se posent les mêmes questions et ressentent la même petite étincelle de curiosité qui nous pousse à vouloir comprendre ce qui existe au-delà de notre horizon. Si ce genre de voyage tranquille vous plaît, si vous aimez vous endormir en écoutant des histoires sur l'univers, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner. Cela aide ce petit signal à atteindre d'autres esprits curieux qui, comme vous, cherchent un peu d'émerveillement avant de s'endormir. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, laissez votre respiration ralentir, laissez vos pensées se calmer. Nous allons voyager ensemble à travers le système solaire et au-delà en prenant tout notre temps. Nous allons explorer des mondes glacés aux confins de notre voisinage cosmique, des géants gazeux aux tempêtes qui durent depuis des siècles, et des étoiles qui naissent et meurent dans des nuages de gaz et de poussière si vastes qu'ils défient l'imagination. Nous parlerons de trous noirs qui dévorent tout ce qui s'approche trop près, de galaxies qui dansent lentement les unes autour des autres pendant des milliards d'années, et de petites lunes qui pourraient, peut-être, abriter une forme de vie dans leurs océans cachés. Chaque découverte que nous allons explorer ce soir est réelle. Elle n'est pas tirée d'un roman de science-fiction. Elle est le résultat de décennies de travail, de curiosité et de cette volonté humaine de comprendre ce qui existe au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Il y a quelque chose de profondément apaisant à penser à l'univers, pas de manière anxieuse, pas en s'inquiétant de notre petitesse ou de notre insignifiance, mais plutôt en se rappelant que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Les atomes qui composent notre corps ont été forgés dans le cœur d'étoiles mortes depuis longtemps. L'eau que nous buvons a peut-être voyagé sur des comètes avant d'arriver sur Terre. L'air que nous respirons a été transformé par des milliards d'années de vie sur cette planète.
Nous sommes connectés à l'univers d'une manière qui dépasse notre compréhension quotidienne. Et les découvertes de la NASA nous rappellent cette connexion. Elles nous montrent que nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous en sommes une partie vivante, pensante, curieuse. Pensez aux premières personnes qui ont regardé le ciel nocturne il y a des milliers d'années. Elles ne savaient pas que les points lumineux qu'elles voyaient étaient des soleils lointains. Elles ne savaient pas que certaines de ces lumières provenaient de galaxies entières, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Elles ne savaient pas que l'univers était en expansion, que tout s'éloignait de tout, porté par l'énergie d'un événement qui s'est produit il y a près de 14 milliards d'années. Mais elles se posaient quand même des questions. Elles traçaient des lignes imaginaires entre les étoiles, créant des constellations et des histoires. Elles cherchaient du sens dans ce vaste océan de lumière. Et d'une certaine manière, nous faisons toujours la même chose aujourd'hui. Nous avons simplement de meilleurs outils. Des télescopes qui peuvent voir dans des longueurs d'onde invisibles à l'œil humain. Des sondes qui peuvent voyager pendant des décennies pour nous envoyer des images de mondes que personne n'avait jamais vues. Des instruments qui peuvent détecter des planètes autour d'étoiles situées à des centaines d'années-lumière. La NASA a commencé son voyage il y a plus de 60 ans. À l'époque, l'objectif était clair, envoyer un être humain dans l'espace, puis sur la Lune, et ils l'ont fait. En 1969, Neil Armstrong a posé le pied sur la surface lunaire, et le monde entier a retenu son souffle. C'était un moment qui dépassait la simple prouesse technique. C'était l'humanité qui franchissait un seuil, qui quittait son berceau pour la première fois. Mais après cet exploit, la NASA n'a pas arrêté d'explorer. Elle a continué à repousser les limites de ce que nous savions, de ce que nous pouvions faire, de ce que nous pouvions découvrir. Elle a envoyé des sondes vers toutes les planètes du système solaire. Elle a construit des télescopes spatiaux qui ont transformé notre compréhension de l'univers. Elle a découvert des milliers de planètes en orbite autour d'autres étoiles. Et elle continue, jour après jour, à élargir notre vision du cosmos. Ce qui est remarquable avec les découvertes spatiales, c'est qu'elles nous surprennent toujours. À chaque fois que nous pensons comprendre comment les choses fonctionnent, l'univers nous montre quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Une lune qui crache des geysers d'eau dans l'espace, une planète où il pleut du verre fondu, une étoile qui pulse avec une régularité si précise qu'on la croirait mécanique. Un nuage de gaz et de poussière qui forme lentement de nouvelles étoiles, illuminées de l'intérieur par la lumière de soleil naissant. Chaque découverte nous rappelle que l'univers est plus étrange, plus beau et plus complexe que tout ce que nous aurions pu inventer. Et c'est peut-être pour cela que ces histoires sont si apaisantes. Elles nous rappellent qu'il y a encore tellement à découvrir, tellement à comprendre, que nous ne sommes qu'au début de ce voyage. Dans les sections qui suivent, nous allons explorer ces découvertes une par une. Nous commencerons près de chez nous, dans notre propre système solaire, où des robots explorent des mondes gelés et des lunes volcaniques. Puis, nous nous éloignerons progressivement vers les planètes lointaines qui orbitent autour d'autres étoiles, vers les nébuleuses où naissent de nouvelles générations de soleils, et vers les trous noirs qui se cachent au centre des galaxies. Nous prendrons notre temps. Nous laisserons chaque découverte respirer, exister dans notre esprit avant de passer à la suivante. Parce que ce n'est pas une course, c'est une contemplation. Une invitation à s'émerveiller tranquillement devant la beauté et la complexité de ce qui existe au-delà de notre petite planète bleue. Peut-être que pendant ce voyage, vous vous endormirez. C'est parfait. Laissez les mots vous bercer. Laissez les images de mondes lointains flotter dans votre esprit pendant que vous glissez doucement vers le sommeil. Et si vous restez éveillé jusqu'au bout, c'est bien aussi. Nous allons prendre plus de 2 heures pour explorer ensemble ces merveilles. Et chaque minute sera remplie de curiosité, d'émerveillement et de cette paisible certitude que l'univers, malgré toute son immensité, nous accueille. Nous en faisons partie. Nous sommes faits de la même matière que les étoiles. Nous respirons l'héritage de milliards d'années d'histoire cosmique. Et les découvertes de la NASA sont comme des lettres que l'univers nous envoie, nous racontant son histoire, nous invitant à comprendre d'où nous venons et ce qui nous entoure. Alors, respirez profondément. Détendez vos épaules, laissez votre corps s'enfoncer dans le confort de votre lit ou de votre fauteuil. Le voyage commence maintenant et il n'y a aucune urgence. Nous avons tout le temps du monde, ou plutôt, nous avons tout le temps de l'univers, ce qui est infiniment plus vaste.
Laissez-vous porter par ces histoires de découverte, par ces descriptions de mondes qui existent vraiment quelque part dans le noir infini de l'espace. Et souvenez-vous que chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous regardez en réalité dans le passé. La lumière des étoiles que vous voyez a voyagé pendant des années, parfois des siècles, avant d'atteindre vos yeux. Vous regardez l'univers tel qu'il était autrefois. Et dans un sens, cela signifie que nous sommes tous des voyageurs dans le temps, connectés à la fois au présent et au passé lointain, par la simple lumière qui traverse l'espace pour nous atteindre. Commençons notre voyage là où la NASA a commencé le sien, près de chez nous, dans notre propre système solaire. Cet ensemble de planètes, de lunes, d'astéroïdes et de comètes qui gravitent autour de notre étoile, le Soleil, est devenu au fil des décennies un terrain d'exploration sans précédent. Chaque monde que nous avons visité, même à distance grâce à des sondes robotiques, a révélé des surprises. Chaque image envoyée depuis ces lieux lointains a changé notre compréhension de ce qui est possible dans l'univers. Et tout a commencé avec une simple question. Que se passe-t-il là-bas, au-delà de notre atmosphère ? Prenons Mercure, par exemple. Cette petite planète rocheuse, la plus proche du Soleil, est un monde de contrastes extrêmes. Pendant la journée, sa surface peut atteindre des températures de plus de 400 degrés Celsius, suffisamment chaudes pour faire fondre certains métaux. Mais la nuit, sans atmosphère pour retenir la chaleur, les températures chutent à moins de 180 degrés. C'est un endroit inhospitalier, balayé par le vent solaire, criblé de cratères formés par des milliards d'années d'impact de météorites. Et pourtant, la NASA a découvert quelque chose d'étonnant sur Mercure. Dans les régions polaires, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, au fond de cratères plongés dans une obscurité éternelle, il y a de la glace, de l'eau gelée, cachée sur la planète la plus chaude du système solaire. C'est une découverte qui nous rappelle que l'univers aime les paradoxes, qu'il n'est jamais aussi simple que nous le pensons. Puis il y a Vénus, notre voisine, souvent appelée la sœur jumelle de la Terre, à cause de sa taille similaire. Mais Vénus est tout sauf accueillante. Son atmosphère, composée principalement de dioxyde de carbone, crée un effet de serre si puissant que la température à la surface dépasse les 460 degrés Celsius. La pression atmosphérique y est écrasante, équivalente à celle que vous ressentiriez à près d'1 kilomètre sous l'océan sur Terre, et il pleut de l'acide sulfurique. Les sondes que la NASA et d'autres agences spatiales ont envoyées sur Vénus n'ont survécu que quelques heures avant d'être détruites par ces conditions extrêmes. Pourtant, Vénus n'a pas toujours été ainsi. Il y a des milliards d'années, elle aurait pu avoir des océans, un climat plus doux. Quelque chose s'est produit, un emballement de l'effet de serre, qui a transformé cette planète en l'enfer qu'elle est aujourd'hui. Étudier Vénus nous aide à comprendre ce qui pourrait arriver à notre propre planète si nous ne prenons pas soin de notre atmosphère. C'est un avertissement silencieux gravé dans les nuages toxiques d'un monde voisin. Mais parlons maintenant de Mars, la planète rouge, celle qui a captivé notre imagination plus que tout autre. Mars est un désert froid, aride, balayé par des tempêtes de poussière qui peuvent parfois recouvrir la planète entière. Son atmosphère est si fine qu'elle offre à peine une protection contre les radiations spatiales. Et pourtant, Mars a une histoire fascinante. Les sondes et les rovers de la NASA ont découvert des preuves incontestables que de l'eau liquide coulait autrefois à sa surface. Des vallées ont été creusées par des rivières. Des deltas se sont formés là où ces rivières se jetaient dans des lacs ou des mers. Des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau ont été détectés dans les roches martiennes. Tout cela signifie qu'il y a des milliards d'années, Mars était un monde différent. Peut-être plus chaud, peut-être plus humide, peut-être même un endroit où la vie aurait pu commencer. C'est cette possibilité qui motive les missions vers Mars. Les rovers Curiosity et Perseverance roulent à travers les paysages martiens, forant dans les roches, analysant les échantillons, cherchant des traces de vie passée. Ils n'ont pas encore trouvé de fossiles de microbes martiens, mais chaque découverte nous rapproche un peu plus de la réponse à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls ? Au-delà de Mars, nous entrons dans le royaume des géants. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est un monde de tempêtes et de couleurs tourbillonnantes. Sa grande tache rouge, une tempête si vaste qu'elle pourrait engloutir 2 ou 3 terres, fait rage depuis au moins 300 ans, peut-être plus. Jupiter n'a pas de surface solide. C'est une boule de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec peut-être un noyau rocheux enfoui profondément en son centre. Mais ce qui rend Jupiter vraiment fascinant, ce sont ses lunes. Il en a au moins 79, et plusieurs d'entre elles sont des mondes à part entière.
Io, la plus proche de Jupiter, est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire. Sa surface est constamment remodelée par des éruptions de soufre et de lave, alimentées par les forces de marée que Jupiter exerce sur elle. Europe, une autre lune de Jupiter, est recouverte d'une croûte de glace. Mais sous cette glace, il y a un océan global d'eau liquide, maintenu tiède par les mêmes forces de marée qui torturent Io. Cet océan pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Et là où il y a de l'eau liquide, là où il y a de l'énergie, il pourrait y avoir de la vie. La NASA prévoit d'envoyer une mission vers Europe dans les années à venir, une sonde qui survolera la Lune et analysera les panaches d'eau qui s'échappent de sa surface. Peut-être que dans ces panaches, nous trouverons des molécules organiques, des indices que quelque chose vit dans cet océan caché. Saturne, la planète aux anneaux, est peut-être le monde le plus photogénique du système solaire. Ces anneaux, composés de milliards de particules de glace et de roches, s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres, mais ne sont épais que de quelques dizaines de mètres par endroit. Ils scintillent à la lumière du soleil, créant un spectacle d'une beauté presque irréelle. Saturne elle-même, comme Jupiter, est un géant gazeux, un monde de tempêtes et de vents violents. Mais encore une fois, ce sont les lunes qui retiennent notre attention. Titan, la plus grande lune de Saturne, est le seul endroit du système solaire autre que la Terre où nous avons trouvé des liquides stables à la surface. Mais ce ne sont pas des océans d'eau, ce sont des lacs et des rivières de méthane et d'éthane liquide. Titan a une atmosphère épaisse, principalement composée d'azote, comme celle de la Terre. Il y a des nuages, de la pluie, des saisons. C'est un monde complexe, étrange et pourtant étrangement familier. La mission Cassini-Huygens de la NASA a envoyé une sonde atterrir sur Titan en 2005. Les images qu'elle a renvoyées montrent un paysage de galets arrondis et de plaines sombres, baignés dans une lumière orange diffuse. C'est le seul endroit, à part la Terre, où un vaisseau spatial humain a atterri avec succès sur un corps céleste avec une atmosphère substantielle. Puis il y a Encelade, une petite lune de Saturne qui a surpris tout le monde. Encelade est couverte de glace et sa surface est brillante, réfléchissant presque toute la lumière du soleil qui la frappe. Mais ce qui rend Encelade extraordinaire, ce sont les geysers. Des jets d'eau et de particules de glace jaillissent de fissures à son pôle sud, s'élevant à des centaines de kilomètres dans l'espace avant de retomber ou de s'échapper dans l'anneau E de Saturne. Ces geysers proviennent d'un océan souterrain, similaire à celui d'Europe. Et dans les échantillons que la sonde Cassini a collectés en volant à travers ces panaches, les scientifiques ont trouvé des molécules organiques, des sels, et même de l'hydrogène moléculaire, une source potentielle d'énergie pour la vie. Encelade est devenu l'un des endroits les plus prometteurs pour chercher la vie dans notre système solaire, et tout cela sur un monde plus petit que certains États américains. Plus loin encore, nous arrivons à Uranus et Neptune, les géants de glace. Ces planètes sont moins visitées, plus mystérieuses. Uranus est unique parce qu'elle est inclinée sur le côté, roulant autour du Soleil comme une balle plutôt que de tourner comme une toupie. Personne ne sait vraiment pourquoi. Peut-être qu'une collision avec un objet massif il y a des milliards d'années l'a renversé. Neptune, quant à elle, est le monde le plus venteux du système solaire. Des tempêtes avec des vents atteignant plus de 2000 km/h balaient sa surface. Ces deux planètes sont composées principalement d'eau, d'ammoniac et de méthane, d'où leur nom de géants de glace. Elles sont lointaines, froides, et nous n'avons envoyé qu'une seule sonde les visiter, Voyager 2, dans les années 80. Mais même ce bref survol a révélé des mondes complexes, avec des lunes intrigantes et des systèmes d'anneaux ténus. Et puis, tout au bord du système solaire, il y a Pluton. Pendant des décennies, Pluton était considéré comme la 9e planète. Puis, en 2006, elle a été reclassée comme planète naine, une décision qui a suscité beaucoup de débats. Mais peu importe comment nous l'appelons, Pluton est un monde fascinant. Lorsque la sonde New Horizons de la NASA l'a survolée en 2015, elle a révélé un paysage d'une beauté surprenante. Des plaines de glace d'azote lisse, des montagnes de glace d'eau qui s'élèvent à des milliers de mètres et une atmosphère ténue qui s'échappe lentement dans l'espace. Pluton a un cœur, une région brillante en forme de cœur qui est devenue emblématique.
Ce monde lointain, si froid que l'azote y gèle, nous a montré que même aux confins du système solaire, il y a de la beauté, de la complexité et des histoires à raconter. Chacun de ces mondes que nous venons de visiter rapidement a été exploré par la NASA, parfois avec des sondes qui ont voyagé pendant des années pour les atteindre. Chaque image, chaque mesure, chaque donnée collectée nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans l'univers. Et ce n'est que le début. Parce qu'au-delà de notre système solaire, il y a des milliards d'autres étoiles, et autour de beaucoup de ces étoiles, il y a des planètes, des mondes que nous commençons tout juste à découvrir, et qui pourraient être encore plus étranges, encore plus surprenants que tout ce que nous avons trouvé près de chez nous. Au-delà de notre système solaire, dans l'immensité de la Voie lactée, il existe des milliards de planètes. Nous le savons maintenant avec certitude grâce aux découvertes de la NASA et d'autres agences spatiales. Pendant des siècles, nous nous sommes demandé si d'autres étoiles avaient des planètes en orbite autour d'elles, si notre système solaire était unique ou simplement l'un des innombrables systèmes planétaires dispersés dans la galaxie. Aujourd'hui, nous avons la réponse. Les exoplanètes, comme on les appelle, sont partout. Certaines sont des géantes gazeuses plus massives que Jupiter. D'autres sont de petits mondes rocheux, peut-être similaires à la Terre, et quelques-unes orbitent dans ce qu'on appelle la zone habitable de leur étoile, cette région où les températures pourraient permettre à l'eau liquide d'exister à la surface. C'est là que se concentre notre recherche, parce que là où il y a de l'eau liquide, il pourrait y avoir de la vie. Le télescope spatial Kepler de la NASA a révolutionné notre compréhension des exoplanètes. Lancé en 2009, Kepler a passé des années à fixer une petite portion du ciel, observant plus de 150 000 étoiles en même temps, guettant les infimes baisses de luminosité qui se produisent lorsqu'une planète passe devant son étoile. Cette méthode, appelée la méthode du transit, a permis de découvrir des milliers de planètes. Avant Kepler, nous connaissions seulement quelques centaines d'exoplanètes. Aujourd'hui, nous en connaissons plus de 5000 et ce n'est qu'un début. Parmi ces découvertes, il y a des mondes qui défient notre imagination. Prenez HD 189 733b par exemple. C'est une géante gazeuse qui orbite si près de son étoile qu'une année sur cette planète ne dure que 2 jours terrestres. Sa température de surface dépasse les 1000 degrés Celsius, mais ce n'est pas tout. Les vents sur HD 197 333b soufflent à plus de 7000 km par heure. Et il pleut du verre. Des particules de silicate en fusion se forment dans l'atmosphère, puis tombent horizontalement, poussées par ces vents incroyables. Imaginez un monde où des éclats de verre fondu vous fouettent le visage à des vitesses supersoniques. C'est un enfer en mouvement et pourtant il existe réellement, quelque part à 63 années-lumière de nous. Puis il y a TRAPPIST-1, un système stellaire qui a captivé l'attention du monde entier. TRAPPIST en est une étoile naine rouge, beaucoup plus petite et plus froide que notre Soleil. Mais autour d'elle gravitent 7 planètes de taille terrestre, toutes serrées dans une orbite si compacte que si vous vous teniez à la surface de l'une d'elles, vous pourriez voir les autres planètes dans le ciel, certaines apparaissant plus grandes que la Lune vue depuis la Terre. 3 de ces planètes se trouvent dans la zone habitable. Elles pourraient avoir des températures permettant l'existence d'eau liquide. Elles pourraient avoir des atmosphères. Elles pourraient, peut-être, abriter une forme de vie. Le télescope spatial James Webb, le successeur de Hubble, a commencé à étudier ces planètes, analysant leur atmosphère pour détecter des gaz qui pourraient indiquer la présence de vie, comme l'oxygène ou le méthane, en quantité qui ne pourrait pas être expliquée par des processus géologiques seuls. Il y a aussi Proxima Centauri b, la planète la plus proche de nous en dehors de notre système solaire. Elle orbite autour de Proxima Centauri, une étoile naine rouge située à seulement 4,2 années-lumière. C'est notre plus proche voisine stellaire. Proxima Centauri b se trouve dans la zone habitable de son étoile et elle pourrait être rocheuse avec une masse similaire à celle de la Terre. Mais il y a un problème. Les étoiles naines rouges sont connues pour leurs éruptions violentes, libérant des bouffées de radiation qui pourraient stériliser toute vie sur une planète trop proche. Proxima Centauri b est bombardée par ce genre de radiation. Cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas abriter de vie, mais cela signifie que toute forme de vie là-bas devrait être extrêmement résistante, peut-être vivant sous terre ou sous un océan qui la protégerait des radiations. C'est un monde fascinant, et un jour, peut-être, nous enverrons une sonde pour l'étudier de plus près.
Plusieurs projets, comme Breakthrough Starshot, envisagent d'envoyer de minuscules sondes propulsées par des lasers vers Proxima Centauri, un voyage qui pourrait durer 20 ans mais qui nous donnerait notre premier regard rapproché sur un monde au-delà de notre système solaire. Ce qui est remarquable avec ces exoplanètes, c'est la diversité que nous découvrons. Il y a des Jupiters chauds, des géantes gazeuses qui orbitent si près de leur étoile qu'elles sont chauffées à des températures infernales. Il y a des super-terres, des planètes rocheuses plus massives que la nôtre mais plus petites que Neptune. Il y a des planètes océans, des mondes entièrement recouverts d'eau sans aucun continent. Il y a des planètes en orbite autour de 2 étoiles, comme dans Star Wars, où vous verriez 2 soleils se lever et se coucher chaque jour. Il y a même des planètes solitaires, éjectées de leur système stellaire et errant dans l'obscurité de l'espace interstellaire, sans étoiles pour les réchauffer. Chaque découverte élargit notre compréhension de ce qui est possible. Avant de connaître les exoplanètes, nous pensions que tous les systèmes planétaires ressemblaient aux nôtres, avec des planètes rocheuses proches de l'étoile et des géantes gazeuses plus loin. Mais nous avons découvert que l'univers est beaucoup plus créatif que nous ne l'imaginions. Et puis, il y a la question de la vie. Parmi ces milliers de planètes, combien pourraient abriter des organismes vivants ? Nous ne le savons pas encore. Nous n'avons pas encore trouvé de preuves définitives de vie extraterrestre, mais nous nous rapprochons. Les télescopes de nouvelle génération, comme le James Webb, sont capables d'analyser les atmosphères de planètes lointaines. Ils recherchent des biosignatures, des gaz ou des combinaisons de gaz qui indiqueraient la présence de vie. L'oxygène libre, par exemple, est un gaz réactif. Sur Terre, il est produit par la photosynthèse des plantes et des bactéries. Sans vie pour le reconstituer constamment, il disparaîtrait rapidement. Si nous trouvons de l'oxygène en quantité significative dans l'atmosphère d'une exoplanète, surtout accompagné de méthane, cela pourrait être un signe fort que quelque chose de vivant se trouve là-bas. Ce ne serait pas une preuve absolue, mais ce serait un indice puissant. Et même si nous ne trouvons pas de vie, chaque planète que nous étudions nous en apprend davantage sur les conditions qui permettent ou empêchent son émergence. Chaque monde est une expérience naturelle et nous sommes les observateurs essayant de comprendre les résultats. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans l'idée que nous ne sommes peut-être pas seuls, que quelque part, sur l'une de ces planètes lointaines, il pourrait y avoir des océans remplis de créatures étranges, ou des forêts sous un ciel d'une couleur que nous n'avons jamais vue, ou des microbes simples luttant pour survivre dans des conditions extrêmes. Ou peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que la vie est si rare, si improbable, que nous sommes les seuls êtres conscients dans cette galaxie, peut-être même dans l'univers observable. Les 2 possibilités sont vertigineuses. Si nous sommes seuls, cela fait de la vie sur Terre quelque chose d'infiniment précieux, un miracle cosmique qui ne se répète nulle part ailleurs. Si nous ne sommes pas seuls, cela change tout. Cela signifie que la vie est une propriété émergente de l'univers, quelque chose qui se produit naturellement lorsque les conditions sont réunies. Cela signifie que nous avons des voisins, même s'ils sont séparés de nous par des distances si vastes que nous ne les rencontrerons peut-être jamais. En attendant, les découvertes continuent. Chaque année, de nouvelles planètes sont ajoutées au catalogue. Certaines sont détectées par la méthode du transit, d'autres par la méthode des vitesses radiales, où l'on mesure le léger balancement d'une étoile causé par la gravité d'une planète en orbite. D'autres encore sont imagées directement, ce qui est extrêmement difficile, parce qu'une planète est des millions de fois moins brillante que son étoile. Mais avec des techniques d'optique adaptative et des coronographes qui bloquent la lumière de l'étoile, nous commençons à obtenir des images réelles de ces mondes lointains. Elles sont encore floues, de simples points de lumière, mais chaque point représente un monde entier, avec ses propres caractéristiques, son propre climat, peut-être même sa propre histoire. Et avec chaque nouvelle découverte, nous nous posons la même question. Qu'y a-t-il là-bas ? À quoi ressemble ce monde ? Pourrait-il y avoir quelqu'un ou quelque chose qui regarde vers nous, se posant les mêmes questions ? L'univers est vaste, mais grâce à la NASA et aux instruments qu'elle a développés, nous commençons à le cartographier, une planète à la fois. Maintenant, éloignons-nous encore plus, au-delà des planètes individuelles, vers les immenses structures de gaz et de poussière où naissent les étoiles. Les nébuleuses. Ces nuages cosmiques sont parmi les objets les plus beaux et les plus photogéniques de l'univers. Lorsque vous regardez des images prises par le télescope spatial Hubble ou le James Webb, vous voyez des couleurs éclatantes, des formes élaborées, des piliers de gaz qui s'étendent sur des années-lumière. Ces images ne sont pas simplement jolies.
Elle nous raconte l'histoire de la naissance et de la mort des étoiles, un cycle qui a duré depuis le début de l'univers et qui continuera pendant des milliards d'années encore. Prenons la nébuleuse d'Orion, par exemple. C'est l'une des plus célèbres et des plus étudiées. Vous pouvez même la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne, comme une tache floue dans la constellation d'Orion, juste en dessous de la ceinture formée par les 3 étoiles brillantes. Mais lorsque vous pointez un télescope vers cette tache, elle se transforme en un spectacle stupéfiant. La nébuleuse d'Orion est une pouponnière stellaire, un endroit où de nouvelles étoiles se forment en ce moment même. Des dizaines, peut-être des centaines de jeunes étoiles brillent à l'intérieur du nuage, leur lumière ultraviolette illuminant le gaz environnant et créant ces couleurs rouges, vertes et bleues que nous voyons sur les photos. Ces étoiles sont nées il y a seulement quelques millions d'années, ce qui est très jeune à l'échelle cosmique. Elles sont encore entourées par les disques de gaz et de poussière à partir desquels elles se sont formées, et dans ces disques, des planètes pourraient être en train de se former, tout comme les planètes de notre système solaire se sont formées il y a 4 milliards et demi d'années. Puis, il y a la nébuleuse de l'Aigle, rendue célèbre par la photographie appelée les piliers de la création. Cette image, prise par Hubble en 1995, est devenue l'une des images les plus iconiques de l'astronomie. Elle montre d'immenses colonnes de gaz et de poussière, érodées par la lumière et les vents des jeunes étoiles environnantes. À l'intérieur de ces piliers, de nouvelles étoiles naissent, cachées dans les cocons denses de matière. Ces piliers s'étendent sur plusieurs années-lumière. Si vous pouviez les traverser, vous mettriez des milliers d'années à voyager de haut en bas à la vitesse de la lumière. Mais pour l'univers, ils ne sont que des structures éphémères. Les vents stellaires et les explosions de supernovas finiront par les disperser. Mais avant cela, ils auront donné naissance à de nouvelles générations d'étoiles. Le télescope James Webb a récemment pris une nouvelle image des piliers de la création, cette fois dans l'infrarouge. Cette longueur d'onde permet de voir à travers la poussière, révélant les étoiles enfouies à l'intérieur. L'image est différente, plus sombre, plus mystérieuse, mais tout aussi belle. Elle nous montre ce que nos yeux ne pourraient jamais voir, les secrets cachés au cœur de ces structures cosmiques. Il y a aussi la nébuleuse de la Carène, située dans l'hémisphère sud. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes nébuleuses de notre galaxie. En son centre se trouve Eta Carina, une étoile massive et instable qui est l'une des plus lumineuses de la Voie lactée. Eta Carina est une bombe à retardement. Elle pourrait exploser en supernova à tout moment, à l'échelle astronomique, ce qui signifie demain ou dans 100 000 ans. Quand elle explosera, elle sera si brillante qu'on pourra la voir de jour depuis la Terre. Mais pour l'instant, elle continue de brûler, éjectant d'énormes quantités de matière dans l'espace, sculptant la nébuleuse autour d'elle. Les images de la nébuleuse de la Carène, prises par Hubble et Webb, montrent des paysages presque surréalistes, avec des structures qui ressemblent à des montagnes, des vallées, des falaises, toutes faites de gaz incandescent. C'est un rappel que l'univers crée des formes d'une beauté qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Les nébuleuses ne sont pas toutes des lieux de naissance. Certaines sont des lieux de mort. Lorsque des étoiles comme notre Soleil arrivent à la fin de leur vie, elles gonflent en géantes rouges, puis éjectent leurs couches extérieures dans l'espace, créant ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Le nom est trompeur, ces nébuleuses n'ont rien à voir avec les planètes. Elles ont été appelées ainsi par les premiers astronomes qui les voyaient à travers de petits télescopes et les confondaient avec des disques planétaires. Mais en réalité, ce sont les restes d'étoiles mourantes. Au centre de chaque nébuleuse planétaire se trouve ce qui reste du cœur de l'étoile, une naine blanche, un objet incroyablement dense et chaud, pas plus grand que la Terre, mais avec une masse comparable à celle du Soleil. Cette naine blanche émet un rayonnement ultraviolet intense qui illumine le gaz éjecté, créant des formes spectaculaires. La nébuleuse de l'anneau, la nébuleuse de l'hélice, la nébuleuse du papillon, toutes ces structures sont des tombeaux d'étoiles, des monuments à leur existence passée. Elles sont à la fois tristes et magnifiques, des rappels que même les étoiles ont une fin. Et puis, il y a les restes de supernovas, les vestiges d'étoiles massives qui ont explosé dans des événements si violents qu'ils ont brièvement surpassé en luminosité toutes les autres étoiles de leur galaxie réunies.
Lorsqu'une étoile massive manque de carburant, son cœur s'effondre en une fraction de seconde, puis rebondit dans une explosion cataclysmique qui disperse la majeure partie de la masse de l'étoile dans l'espace. Ce qui reste est soit une étoile à neutrons, un objet encore plus dense qu'une naine blanche, soit un trou noir. Mais l'explosion elle-même crée un champ de débris en expansion, un nuage de gaz et de poussière qui brille dans toutes les longueurs d'onde du visible au rayon X. La nébuleuse du Crabe est l'un des restes de supernova les plus étudiés. Elle a été créée par une supernova observée en 1054 par des astronomes chinois et arabes. Ils ont décrit une nouvelle étoile dans le ciel, si brillante qu'on pouvait la voir en plein jour pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, presque 1000 ans plus tard, nous pouvons voir le nuage de débris que cette explosion a créé. Il s'étend toujours, se dilatant dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. Au centre se trouve un pulsar, une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même 30 fois par seconde, émettant des faisceaux de radiation à chaque rotation. C'est comme un phare cosmique, et chaque impulsion que nous détectons est un rappel de la violence qui a créé cet objet. Les nébuleuses sont également des recycleries cosmiques. La matière qu'elles contiennent, le gaz et la poussière, provient des générations précédentes d'étoiles. Lorsque les étoiles meurent, elles libèrent dans l'espace les éléments qu'elles ont créés par fusion nucléaire dans leur cœur. Le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer, tous les éléments lourds qui composent notre corps et notre planète ont été forgés à l'intérieur d'étoiles, puis dispersés dans l'espace lorsque ces étoiles sont mortes. Ce gaz et cette poussière enrichis se mélangent avec l'hydrogène et l'hélium primordiaux qui subsistent depuis le Big Bang, formant de nouveaux nuages qui s'effondreront pour créer de nouvelles étoiles. Ces nouvelles étoiles auront des planètes qui contiendront les éléments créés par les générations précédentes. C'est un cycle sans fin, un processus qui a transformé l'univers simple des premiers temps en l'univers complexe et riche que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, et les nébuleuses sont les creusets où cette transformation se produit. Observer ces nébuleuses à travers les instruments de la NASA, c'est observer le processus même de la création cosmique. Chaque image est une fenêtre sur les forces qui façonnent l'univers, la gravité qui rassemble la matière, la pression des radiations qui la dispersent, les champs magnétiques qui la tordent et la sculptent. Ces forces sont invisibles, mais leurs effets sont écrits dans la forme et la couleur des nébuleuses. Et chaque nébuleuse est unique. Aucune ne ressemble exactement à une autre, tout comme chaque flocon de neige est différent. Elles sont les œuvres d'art de l'univers, créées non par une intention consciente, mais par les lois de la physique, jouant avec la matière et l'énergie sur des échelles de temps et d'espace qui dépassent notre compréhension quotidienne. Pourtant, nous pouvons les voir, les étudier, les comprendre. Nous pouvons décoder les messages qu'elles nous envoient, écrits dans la lumière qui a voyagé pendant des milliers ou des millions d'années pour atteindre nos télescopes. Et ce faisant, nous nous connectons à quelque chose de beaucoup plus vaste que nous-mêmes, au cycle éternel de la naissance et de la mort qui définit l'univers. Maintenant, voyageons encore plus loin dans l'obscurité de l'espace, vers des objets si étranges, si extrêmes, qu'ils défient notre intuition. Parlons des trous noirs. Ces monstres cosmiques sont peut-être les objets les plus fascinants et les plus terrifiants de l'univers. Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Il se forme lorsque des étoiles massives meurent et que leur cœur s'effondre sous sa propre gravité, comprimant toute cette masse dans un point infiniment petit appelé une singularité. Autour de cette singularité se trouve l'horizon des événements, la frontière invisible au-delà de laquelle il n'y a pas de retour. Si vous franchissez cette ligne, vous êtes piégé pour toujours, condamné à tomber vers la singularité, étiré et déchiré par les forces de marée, jusqu'à ce que vous soyez réduit à vos composants atomiques. C'est un destin qu'on appelle la spaghettification, et c'est aussi horrible que cela en a l'air. Mais les trous noirs ne sont pas simplement des destructeurs, ils jouent un rôle crucial dans la structure et l'évolution de l'univers. Au centre de presque chaque grande galaxie, y compris la nôtre, se cache un trou noir supermassif. Ces géants contiennent des millions, parfois des milliards de fois la masse de notre Soleil.
Celui au centre de la Voie lactée s'appelle Sagittaire A étoile et il a une masse équivalente à environ 4 millions de soleils. Il est là, à 26 000 années-lumière de nous, silencieux pour l'instant, mais toujours présent, exerçant son influence gravitationnelle sur les étoiles qui l'entourent. Pendant longtemps, les trous noirs étaient purement théoriques, des prédictions mathématiques issues de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Personne ne savait s'ils existaient vraiment. Mais au fil des décennies, les preuves se sont accumulées. Nous avons observé des étoiles en orbite autour de points apparemment vides dans l'espace, se déplaçant si vite qu'elles devaient être influencées par quelque chose d'incroyablement massif et compact. Nous avons détecté des rayons X provenant de disques d'accrétion, des spirales de gaz surchauffés qui tourbillonnent autour des trous noirs avant de plonger au-delà de l'horizon des événements. Et puis, en 2019, la NASA et le projet Event Horizon Telescope ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont pris la première image d'un trou noir, pas Sagittarius A, mais un trou noir encore plus massif au centre de la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière. L'image montre un anneau orange brillant de gaz chauffé à des millions de degrés, entourant une ombre noire au centre. Cette ombre est l'horizon des événements, la limite au-delà de laquelle rien ne peut revenir. C'était la première fois que l'humanité voyait directement l'un de ces objets, et c'était un moment historique. 3 ans plus tard, ils ont fait de même avec Sagittarius A étoile, nous montrant le trou noir au cœur de notre propre galaxie. Les trous noirs supermassifs ne sont pas simplement assis là, attendant passivement que quelque chose tombe dedans. Ils façonnent activement leur galaxie. Lorsqu'ils accrètent de la matière, c'est-à-dire lorsqu'ils avalent du gaz et des étoiles, ils libèrent d'énormes quantités d'énergie. Cette énergie peut être émise sous forme de jets, des faisceaux de particules et de radiations qui s'étendent sur des milliers d'années-lumière, perpendiculaires au disque d'accrétion. Ces jets peuvent chauffer le gaz environnant, empêchant la formation de nouvelles étoiles. Ils peuvent même expulser du gaz hors de la galaxie entière. Les trous noirs supermassifs régulent donc la croissance de leur galaxie, un peu comme un thermostat régule la température d'une pièce. Sans eux, les galaxies seraient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a aussi les quasars, des objets parmi les plus lumineux de l'univers. Un quasar est simplement un trou noir supermassif qui se nourrit activement, avalant d'énormes quantités de matière. La friction dans le disque d'accrétion chauffe le gaz à des températures si élevées qu'il émet plus de lumière que toutes les étoiles de la galaxie haute réunies. Les quasars sont si brillants qu'on peut les voir à des distances énormes, parfois à plus de 10 milliards d'années-lumière. Regarder un quasar, c'est regarder l'univers tel qu'il était lorsque les premières galaxies se formaient, il y a plus de 10 milliards d'années. Il y a quelque chose de vertigineux dans l'idée d'un trou noir. Ces objets ne peuvent pas être vus directement parce qu'ils n'émettent aucune lumière. Ils ne peuvent être détectés que par leur influence sur leur environnement, par la lumière qu'ils courbent, par le gaz qu'ils attirent, par les étoiles qu'ils perturbent. Ils sont comme des fantômes cosmiques, invisibles, mais indéniablement présents. Et au-delà de l'horizon des événements, personne ne sait vraiment ce qui se passe. La physique que nous connaissons, les lois qui gouvernent le reste de l'univers, ne s'appliquent plus. La singularité au centre du trou noir est un point où la densité devient infinie et où les équations de la relativité générale s'effondrent. C'est une limite de notre compréhension, un endroit où nos théories nous disent simplement que nous ne savons pas. Certains physiciens pensent que la mécanique quantique pourrait donner des réponses, qu'une théorie de la gravité quantique pourrait décrire ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'un trou noir. Mais pour l'instant, ce qui se cache au-delà de l'horizon des événements reste l'un des plus grands mystères de la science. Il existe aussi des trous noirs plus petits, ceux qui se forment lorsque des étoiles individuelles meurent. Ces trous noirs stellaires ont généralement entre quelques fois et quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Ils sont beaucoup plus nombreux que les trous noirs supermassifs, mais aussi beaucoup plus difficiles à détecter parce qu'ils sont plus petits et n'ont souvent pas de disque d'accrétion brillant autour d'eux. Cependant, lorsqu'un trou noir stellaire fait partie d'un système binaire, en orbite avec une étoile normale, il peut arracher de la matière à son compagnon. Ce gaz forme un disque d'accrétion et émet des rayons X, ce qui nous permet de détecter le trou noir. La NASA a découvert des dizaines de ces systèmes binaires dans notre galaxie. En 2015, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO ont détecté pour la première fois les ondulations dans l'espace-temps causées par la fusion de 2 trous noirs stellaires. C'était une autre confirmation spectaculaire de la relativité générale d'Einstein et une nouvelle façon d'observer l'univers.
non plus avec la lumière, mais avec les ondes gravitationnelles elles-mêmes. Les trous noirs nous enseignent quelque chose de fondamental sur la nature de l'espace et du temps. Près d'un trou noir, le temps ralentit. Si vous pouviez observer quelqu'un tomber vers un trou noir depuis une distance sûre, vous le verriez ralentir de plus en plus à mesure qu'il s'approche de l'horizon des événements. En fait, il semblerait se figer juste au bord, figé pour l'éternité du point de vue externe. Mais pour la personne qui tombe, le temps s'écoulerait normalement jusqu'à ce qu'elle franchisse l'horizon, puis nous ne savons pas. Peut-être qu'elle serait déchiquetée par les forces de marée, peut-être qu'elle atteindrait la singularité en un instant. Ou peut-être que quelque chose de complètement différent se produirait, quelque chose que notre physique actuelle ne peut pas décrire. Les trous noirs sont des laboratoires naturels pour tester les limites de nos théories, des endroits où la gravité, l'espace et le temps se comportent de manière qui nous obligent à repenser tout ce que nous croyions savoir. Et pourtant, malgré leur étrangeté, les trous noirs font partie intégrante de l'univers. Ils ne sont pas des aberrations, mais des conséquences naturelles des lois de la physique. Chaque grande galaxie en possède un au centre. Ils ont joué un rôle dans la formation des structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui. Ils sont les restes des premières étoiles massives qui ont vécu et sont mortes il y a des milliards d'années. Et dans un sens, ils sont aussi des conservateurs. Toute l'information sur ce qui tombe dans un trou noir est préservée d'une certaine manière, peut être encodée sur l'horizon des événements lui-même. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Et c'est l'un des problèmes non résolus les plus fascinants de la physique théorique. Les trous noirs détruisent-ils vraiment l'information ou la conservent-ils d'une manière que nous ne comprenons pas encore? La réponse pourrait nous dire quelque chose de profond sur la nature de la réalité elle-même. Revenons maintenant un peu plus près de chez nous, mais sans quitter le domaine de l'extraordinaire. Parlons de la Lune, notre compagnon cosmique, et de ce que la NASA a découvert sur ce monde familier qui nous accompagne depuis la nuit des temps. La Lune a toujours fasciné l'humanité. Elle rythme nos nuits, influence nos marées, et a inspiré d'innombrables mythes, poèmes et chansons. Mais ce n'est que dans les années 60 que nous avons vraiment commencé à la comprendre, lorsque les missions Apollo ont posé les pieds de 12 astronautes sur sa surface poussiéreuse. Ces missions ont révolutionné notre compréhension de la Lune et, par extension, de la formation de notre propre planète. Ce que nous avons découvert, c'est que la Lune n'est pas simplement un rocher froid et mort. Elle a une histoire complexe, intimement liée à celle de la Terre. La théorie la plus acceptée aujourd'hui est que la Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, peu de temps après la naissance du système solaire, lorsqu'un objet de la taille de Mars appelé Theia est entré en collision avec la Terre primitive. L'impact a été si violent qu'il a éjecté d'énormes quantités de matière dans l'espace. Cette matière s'est ensuite agglomérée pour former la Lune. C'est pour cela que la composition chimique de la Lune est si similaire à celle de la croûte terrestre. Nous sommes, en un sens, des sœurs nées d'une collision cataclysmique. Les échantillons de roches rapportés par les missions Apollo ont été inestimables. Ils ont permis aux scientifiques de dater précisément l'âge de la Lune et de comprendre son histoire volcanique. Il y a des milliards d'années, la Lune était géologiquement active. Des volcans crachèrent de la lave qui remplissaient d'immenses bassins d'impact, créant les grandes plaines sombres que nous appelons les mers lunaires, même si elles ne contiennent pas d'eau. Ces mers donnent à la Lune son apparence familière, avec des taches sombres et claires visibles même à l'œil nu. Mais depuis environ 3 milliards d'années, la Lune s'est refroidie et calmée. Elle n'a plus d'activité volcanique, plus de plaques tectoniques et son intérieur est solide. Pourtant, elle n'est pas complètement inerte. La NASA a découvert que la Lune connaît des tremblements de lune, de petits séismes causés par les forces de marée que la Terre exerce sur elle et par les variations de température entre le jour et la nuit lunaire. Ces tremblements sont beaucoup plus faibles que les tremblements de terre, mais ils montrent que même un monde ancien peut encore bouger. L'une des découvertes les plus surprenantes faites par la NASA ces dernières décennies est la présence d'eau sur la Lune. Pendant longtemps, on pensait que la Lune était complètement sèche, mais des missions récentes, comme la sonde LCROSS et l'orbiteur Lunar Reconnaissance Orbiter, ont détecté de l'eau sous forme de glace dans les cratères polaires. Ces cratères sont plongés dans une obscurité permanente, des régions où la lumière du Soleil ne pénètre jamais. Les températures y sont parmi les plus froides du système solaire, suffisamment froides pour que la glace d'eau puisse persister pendant des milliards d'années. Cette découverte change tout pour l'exploration future. L'eau lunaire pourrait être une ressource essentielle pour les futurs astronautes.
Elle pourrait être utilisée pour boire, bien sûr, mais aussi pour produire de l'oxygène respirable et de l'hydrogène pour le carburant des fusées. La présence d'eau sur la Lune rend l'idée d'une base lunaire permanente beaucoup plus réaliste. La NASA, en collaboration avec d'autres agences spatiales, prévoit de retourner sur la Lune dans les années à venir avec le programme Artemis qui vise à établir une présence humaine durable sur notre satellite naturel. Mais la Lune ne nous intéresse pas seulement pour l'exploration future. Elle est aussi un livre d'histoire cosmique. Parce que la Lune n'a pas d'atmosphère et pas d'activité géologique récente, sa surface est restée presque inchangée depuis des milliards d'années. Chaque cratère, chaque cicatrice est un enregistrement d'impacts anciens. En étudiant ces cratères, les scientifiques peuvent reconstituer l'histoire des bombardements qu'a subi le système solaire interne. Il y a environ 4 milliards d'années, il y a eu ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, une période où un nombre inhabituellement élevé d'astéroïdes et de comètes ont frappé la Terre, la Lune et les autres planètes intérieures. Les causes de ce bombardement ne sont pas complètement comprises, mais ils pourraient être liés à la migration des planètes géantes, qui ont perturbé les orbites des objets dans la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper, les envoyant vers l'intérieur du système solaire. La surface de la Lune porte les marques de cette époque violente, et en les étudiant, nous en apprenons plus sur l'histoire de notre propre planète. Il y a aussi quelque chose de poétique dans le fait que la Lune est le seul monde au-delà de la Terre que des êtres humains ont foulé. 12 personnes ont marché sur sa surface, ont regardé la Terre se lever au-dessus de l'horizon lunaire, ont vu notre planète comme une petite sphère bleue et blanche suspendue dans le noir de l'espace. Cette perspective a changé quelque chose en eux et en nous. L'image de la Terre vue depuis la Lune, appelée Earthrise, est devenue un symbole de la fragilité et de la beauté de notre monde. Elle nous rappelle que nous vivons sur une petite oasis de vie dans un univers vaste et souvent hostile. Et la Lune, notre compagnon silencieux, a été le premier pas de l'humanité vers cet univers. C'est le premier endroit où nous avons laissé nos empreintes, et ces empreintes, faites dans la poussière lunaire par les bottes des astronautes Apollo, sont toujours là aujourd'hui. Sans vent ni pluie pour les effacer, elles pourraient durer des millions d'années, témoins silencieux d'un moment où notre espèce a osé aller au-delà de son berceau. Mais la Lune garde encore des mystères, par exemple son champ magnétique. Aujourd'hui, la Lune n'a pas de champ magnétique global, mais les roches ramenées par les missions Apollo montrent qu'elle en avait un dans le passé. Comment ce champ s'est-il formé et pourquoi a-t-il disparu? Les scientifiques pensent qu'il était généré par un effet dynamo dans le noyau métallique en fusion de la Lune, similaire à celui qui crée le champ magnétique terrestre. Mais le noyau lunaire s'est refroidi et solidifié et le champ magnétique s'est éteint. Comprendre cette histoire nous aide à comprendre l'évolution thermique des petits corps rocheux dans le système solaire. Il y a également la question de l'intérieur de la Lune. Nous savons que la Lune a une croûte, un manteau et un petit noyau, mais nous ne connaissons pas les détails exacts de sa structure interne. Des missions futures pourraient placer des sismomètres sur la Lune pour étudier les tremblements de Lune et cartographier son intérieur avec plus de précision. Chaque nouvelle donnée nous rapproche un peu plus de la compréhension complète de ce monde familier, qui, malgré sa proximité, garde encore des secrets. La Lune est aussi un tremplin pour aller sur Mars, pour explorer les lunes de Jupiter et de Saturne. Pour un jour peut-être quitter le système solaire, nous devons d'abord maîtriser la vie et le travail sur la Lune. Elle est suffisamment proche pour que nous puissions y envoyer des secours en cas d'urgence, suffisamment lointaine pour nous apprendre à vivre dans un environnement extraterrestre hostile. Elle est le terrain d'entraînement idéal pour les générations futures d'explorateurs. Et en y retournant, en y construisant des bases, en y apprenant à utiliser les ressources locales, nous ferons les premiers pas vers un avenir où l'humanité ne sera plus confinée à une seule planète. La Lune n'est pas seulement un vestige du passé, elle est une porte vers l'avenir. Et grâce aux découvertes de la NASA, nous comprenons maintenant qu'elle a encore beaucoup à nous offrir, beaucoup à nous enseigner et beaucoup à nous inspirer alors que nous levons les yeux vers le ciel nocturne et que nous voyons ce compagnon lumineux qui nous accompagne fidèlement depuis des milliards d'années. Éloignons-nous à nouveau, mais cette fois, parlons non pas de mondes individuels, mais de l'immensité qui les sépare. L'espace entre les étoiles. Ce vide apparent, souvent appelé le milieu interstellaire, n'est pas vraiment vide. Il contient du gaz, de la poussière, des champs magnétiques, des rayons cosmiques et même des molécules organiques complexes. C'est dans ce milieu que les étoiles naissent, vivent et meurent. C'est le tissu qui relie tout dans une galaxie.
Et grâce aux observations de la NASA, nous commençons à comprendre que ce qui se passe entre les étoiles est tout aussi important que ce qui se passe dans les étoiles elles-mêmes. Le gaz interstellaire est principalement composé d'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus abondant de l'univers, mais il contient aussi de l'hélium, et en plus, petite quantité, tous les autres éléments créés par les générations précédentes d'étoiles. Ce gaz est incroyablement ténu. Dans les régions les plus denses, il pourrait y avoir quelques dizaines de milliers d'atomes par centimètre cube. C'est un vide bien meilleur que tout ce que nous pouvons créer en laboratoire sur Terre. Mais à l'échelle de la galaxie, il y a tellement d'espace que même ce gaz ténu représente une masse énorme. En fait, le milieu interstellaire contient environ 10 à 15% de la masse de toute la matière visible dans une galaxie comme la nôtre. La poussière interstellaire est encore plus intéressante. Elle est composée de minuscules grains solides, souvent pas plus grands qu'un micromètre, faits de silicate, de carbone et de glace. Ces grains se forment dans les atmosphères des étoiles géantes rouges et dans les restes de supernovae, puis sont dispersés dans l'espace où ils flottent pendant des millions d'années. La poussière joue un rôle crucial dans la formation des étoiles et des planètes. Elle agit comme un catalyseur, permettant aux atomes de se rencontrer et de réagir, formant des molécules de plus en plus complexes. Dans les régions les plus froides et les plus denses du milieu interstellaire, ces molécules peuvent inclure de l'eau, du méthanol, des acides aminés et même des sucres simples. Ce sont les briques de base de la vie, et elles flottent librement dans l'espace, attendant d'être incorporées dans de nouvelles étoiles et planètes. Lorsque notre système solaire s'est formé, il contenait probablement certaines de ces molécules organiques préexistantes, ce qui signifie que les ingrédients de la vie pourraient avoir été livrés sur Terre depuis l'espace lui-même. La NASA a utilisé des télescopes spatiaux comme Spitzer et le James Webb pour étudier le milieu interstellaire dans l'infrarouge, une longueur d'onde idéale pour voir à travers la poussière et détecter les molécules qui s'y cachent. Ces observations ont révélé que l'espace n'est pas un désert stérile, mais un environnement chimiquement riche, une sorte de laboratoire cosmique où la chimie prébiotique se déroule en continu. Les rayons cosmiques, des particules chargées d'énergie extrême provenant de sources comme les supernovae et les trous noirs, traversent également le milieu interstellaire. Ils sont si énergétiques qu'ils peuvent pénétrer presque n'importe quoi. En ce moment même, des rayons cosmiques traversent votre corps, bien que la plupart ne causent aucun dommage. Mais dans l'espace, sans la protection de l'atmosphère terrestre et du champ magnétique, les rayons cosmiques sont un danger sérieux pour les astronautes. Ils peuvent endommager l'ADN et augmenter le risque de cancer. C'est l'un des défis majeurs pour l'exploration humaine à long terme de l'espace lointain. Comprendre les rayons cosmiques, d'où ils viennent et comment ils se propagent, est essentiel pour protéger les futurs explorateurs. Les champs magnétiques interstellaires sont également fascinants. Ils sont incroyablement faibles, des millions de fois plus faibles que le champ magnétique terrestre, mais ils s'étendent sur des distances énormes, des années-lumière. Ces champs influencent le mouvement du gaz et de la poussière, guidant la façon dont ils s'effondrent pour former de nouvelles étoiles. Ils affectent également la propagation des rayons cosmiques, les piégeant et les déviant. Sans ces champs magnétiques, la structure de notre galaxie serait différente. La NASA a envoyé des missions pour étudier ces champs, y compris la mission Voyager, qui a maintenant quitté l'héliosphère, la bulle magnétique créée par le Soleil, et est entrée dans l'espace interstellaire véritable. Les données envoyées par Voyager 1 et Voyager 2 nous donnent notre premier aperçu direct de cet environnement mystérieux au-delà de l'influence de notre étoile. Il y a aussi les nuages moléculaires, des régions du milieu interstellaire où le gaz est suffisamment dense et froid pour que les atomes se combinent en molécules. Ce sont les pouponnières stellaires, les endroits où naissent les étoiles. À l'intérieur de ces nuages sombres et froids, la gravité tire lentement la matière vers le centre. Au fil du temps, des amas denses se forment, et lorsque la pression et la température au centre deviennent suffisamment élevées, la fusion nucléaire commence et une nouvelle étoile s'allume. Ce processus prend des millions d'années, et il est invisible dans la lumière visible parce que la poussière bloque la lumière. Mais dans l'infrarouge et les ondes radio, nous pouvons voir à l'intérieur de ces nuages et observer les étoiles en train de naître. Le télescope James Webb a été conçu en partie pour cette tâche, et il nous envoie des images stupéfiantes de ces régions, révélant des détails que nous n'avions jamais vus auparavant. L'espace entre les étoiles n'est donc pas un vide mort, mais un environnement dynamique et vivant où la matière est constamment recyclée, où de nouvelles étoiles naissent des cendres des anciennes et où les ingrédients de la vie flottent librement attendant d'être assemblés.
C'est un rappel que l'univers est interconnecté. Rien n'existe en isolation. Chaque étoile, chaque planète, chaque atome de notre corps a une histoire qui remonte à travers les âges, traversant le milieu interstellaire, passant par des cycles de création et de destruction, tissant une tapisserie cosmique dont nous faisons partie. Et en étudiant ce milieu, en comprenant ce qui se passe dans ces vastes étendues apparemment vides, nous apprenons quelque chose de fondamental sur notre propre origine et sur l'avenir de l'univers. Poursuivons notre voyage en parlant des galaxies elles-mêmes, ces immenses îles d'étoiles qui peuplent l'univers. Notre propre galaxie, la Voie lactée, contient environ 200 milliards d'étoiles, peut-être plus. C'est un nombre difficile à concevoir. Si vous comptiez une étoile par seconde, il vous faudrait plus de 6000 ans pour les compter toutes. Et la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards dans l'univers observable. Chaque galaxie est un système complexe, maintenu ensemble par la gravité, contenant non seulement des étoiles, mais aussi du gaz, de la poussière, des trous noirs et une mystérieuse matière noire que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous savons qu'elle existe à cause de ses effets gravitationnels. Les galaxies viennent dans toutes les formes et tailles. Il y a des galaxies spirales comme la Voie lactée avec des bras élégants qui s'enroulent vers l'extérieur à partir d'un noyau central. Il y a des galaxies elliptiques, de grandes boules d'étoiles sans structure spirale, souvent formées par la fusion de galaxies plus petites. Il y a des galaxies irrégulières, sans forme définie, souvent perturbées par des interactions gravitationnelles avec leurs voisines. Et il y a des galaxies naines, beaucoup plus petites, contenant seulement quelques millions d'étoiles, souvent en orbite autour de galaxies plus grandes comme des satellites. La Voie lactée elle-même a plusieurs galaxies naines qui l'orbitent, les plus célèbres étant les grands et petits nuages de Magellan, visibles depuis l'hémisphère sud comme des taches floues dans le ciel nocturne. La NASA a utilisé des télescopes comme Hubble et maintenant le James Webb pour observer des galaxies à des distances incroyables. Lorsque nous regardons une galaxie lointaine, nous regardons en réalité dans le passé. La lumière met du temps à voyager, donc une galaxie située à 1 milliard d'années-lumière nous apparaît telle qu'elle était il y a 1 milliard d'années. En observant des galaxies à différentes distances, nous pouvons retracer l'histoire de l'univers, voir comment les galaxies ont évolué au fil du temps. Le James Webb a été conçu spécifiquement pour observer les galaxies les plus lointaines et les plus anciennes, celles qui se sont formées peu de temps après le Big Bang. Et il a déjà envoyé des images extraordinaires, montrant des galaxies qui existaient lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Ces galaxies sont petites, irrégulières et très différentes des grandes galaxies spirales et elliptiques que nous voyons aujourd'hui. Elles représentent les premiers balbutiements de la formation des structures cosmiques, les graines à partir desquelles les galaxies modernes ont grandi. Les galaxies ne sont pas statiques, elles interagissent, fusionnent et évoluent. Lorsque deux galaxies se rencontrent, elles ne se heurtent pas vraiment, car il y a tellement d'espace entre les étoiles que les collisions directes sont rares. Mais leurs forces gravitationnelles s'attirent mutuellement, déformant leur structure, déclenchant des vagues de formation d'étoiles et finalement les fusionnant en une seule galaxie plus grande. Ce processus peut prendre des centaines de millions d'années et nous pouvons l'observer à différentes étapes en regardant des galaxies à travers l'univers. La Voie lactée elle-même est en train de fusionner lentement avec certaines de ces galaxies satellites et dans environ 4 milliards d'années, elle entrera en collision avec Andromède, notre grande voisine spirale. Les deux galaxies fusionneront pour former une galaxie elliptique géante. Mais ne vous inquiétez pas, même lorsque cela se produira, il est peu probable que notre système solaire soit affecté directement. Les distances entre les étoiles sont si grandes que les chances de collision sont infimes. Ce sera un spectacle majestueux, visible depuis la Terre si des êtres vivants sont encore là pour le voir. Au centre de la plupart des grandes galaxies se trouve un trou noir supermassif. Nous avons déjà parlé de Sagittarius à étoiles, le trou noir au cœur de la Voie lactée, mais presque toutes les galaxies massives en ont un. Ces trous noirs peuvent contenir des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil, et ils jouent un rôle crucial dans l'évolution de leurs galaxies hautes. Lorsqu'ils sont actifs, avalant de la matière, ils libèrent d'énormes quantités d'énergie qui peuvent affecter toute la galaxie, chauffant le gaz, empêchant la formation de nouvelles étoiles et même expulsant du matériel hors de la galaxie.
Mais lorsque le trou noir est inactif, comme c'est le cas pour Sagittarius A étoile en ce moment, il est relativement silencieux, attendant simplement que quelque chose s'approche trop près. La relation entre un trou noir supermassif et sa galaxie est complexe et encore mal comprise, mais il est clair qu'ils coévoluent, influençant mutuellement leur croissance et leur développement au fil des milliards d'années. Les galaxies sont aussi les lieux où se déroule la majeure partie de l'histoire cosmique. C'est dans les galaxies que les étoiles se forment, vivent et meurent. C'est dans les galaxies que les planètes se forment et que, potentiellement, la vie émerge. Chaque galaxie est comme un écosystème cosmique, un système complexe et interconnecté où de nombreux processus se déroulent simultanément. Et en étudiant les galaxies, en comprenant comment elles se forment, comment elles évoluent, comment elles interagissent, nous apprenons quelque chose de fondamental sur l'univers lui-même. Parce que les galaxies ne sont pas simplement des collections d'étoiles, elles sont les unités structurelles de base de l'univers, les briques avec lesquelles le cosmos est construit. Et chaque galaxie a sa propre histoire, sa propre personnalité, façonnée par des milliards d'années d'événements cosmiques. Il y a quelque chose d'humiliant et de réconfortant à la fois dans le fait de contempler les galaxies, humiliant parce qu'elles nous rappellent notre petitesse. Chaque point de lumière dans une image de galaxie lointaine est une étoile, et autour de beaucoup de ces étoiles, il pourrait y avoir des planètes, peut-être même des civilisations. L'univers est si vaste, si rempli de possibilités, que notre existence sur cette petite planète semble presque insignifiante. Mais en même temps, c'est réconfortant parce que cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Nous sommes connectés à toutes ces étoiles, à toutes ces galaxies, par les lois de la physique, par l'histoire cosmique, par le simple fait que nous sommes tous faits de la même matière, forgés dans les cœurs d'étoiles mortes depuis longtemps. Et lorsque nous observons ces galaxies, lorsque nous déchiffrons leur lumière, lorsque nous comprenons leur évolution, nous participons à quelque chose de profondément humain, le désir de comprendre, de savoir, de trouver notre place dans l'immensité. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus vaste, d'encore plus mystérieux. Parlons de la matière noire et de l'énergie sombre. Ces deux composants constituent ensemble environ 95% de tout ce qui existe dans l'univers. Et pourtant, nous ne savons presque rien d'eux. La matière noire a été proposée pour la première fois dans les années 30, lorsque les astronomes ont remarqué que les galaxies dans les amas galactiques se déplaçaient trop rapidement. Selon les lois de la gravité de Newton, elles auraient dû s'échapper de l'amas, à moins qu'il n'y ait plus de masse présente que ce que nous pouvions voir. Cette masse invisible a été appelée matière noire. Depuis, de nombreuses observations ont confirmé son existence. Les étoiles dans les galaxies spirales, par exemple, orbitent autour du centre galactique à des vitesses qui ne peuvent être expliquées que s'il y a beaucoup plus de masse que ce que nous voyons dans les étoiles et le gaz. Cette masse supplémentaire doit être invisible, n'émettant aucune lumière, aucune radiation détectable. C'est la matière noire. Mais qu'est-ce que la matière noire exactement ? Nous ne le savons pas. Elle ne peut pas être faite de protons, de neutrons ou d'électrons, les particules qui composent la matière ordinaire. Sinon, nous la verrions. Ce doit être quelque chose d'autre. Peut-être une nouvelle particule que nous n'avons pas encore découverte. Les physiciens ont proposé plusieurs candidats, comme les WIMP, particules massives interagissant faiblement, ou les axions, mais malgré des décennies de recherche, nous n'avons pas encore détecté directement de particules de matière noire. Des expériences souterraines tentent de capturer une interaction rare entre une particule de matière noire et la matière ordinaire, mais jusqu'à présent, elles n'ont rien trouvé. Cela ne signifie pas que la matière noire n'existe pas, simplement qu'elle est incroyablement difficile à détecter. Elle interagit avec la matière ordinaire presque uniquement par la gravité, ce qui la rend invisible et intangible, mais son effet gravitationnel est indéniable. La NASA et d'autres agences spatiales étudient la matière noire indirectement, en observant ses effets sur la lumière. Lorsqu'un amas de galaxies massifs se trouve entre nous et une galaxie lointaine, la gravité de l'amas courbe la lumière de la galaxie d'arrière-plan, créant ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. En analysant ces distorsions, les astronomes peuvent cartographier la distribution de la masse dans l'amas, y compris la matière noire. Ces cartes révèlent que la matière noire forme des halos autour des galaxies, s'étendant bien au-delà des étoiles visibles. En fait, les galaxies sont essentiellement des condensations de matière ordinaire à l'intérieur de vastes nuages de matière noire. Sans la matière noire, les galaxies ne se seraient probablement jamais formées.
Sa gravité a fourni les puits gravitationnels dans lesquels la matière ordinaire s'est effondrée pour former les étoiles et les planètes. Puis il y a l'énergie sombre, encore plus mystérieuse. Dans les années 90, des astronomes utilisant des télescopes au sol et le télescope spatial Hubble ont fait une découverte choquante. Ils mesuraient les distances et les vitesses de supernovae lointaines, espérant affiner leur mesure du taux d'expansion de l'univers. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'expansion de l'univers ne ralentit pas, comme on s'y attendait à cause de la gravité tirant tout en arrière, mais qu'elle accélère. Quelque chose pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Ce quelque chose a été appelé énergie sombre. L'énergie sombre ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Elle ne s'agglutine pas en amas ou en galaxies. Elle remplit uniformément tout l'espace et elle exerce une sorte de pression négative, une force répulsive qui pousse l'espace à s'étendre. Plus l'univers s'étend, plus il y a d'espace et plus il y a d'énergie sombre, ce qui accélère encore l'expansion. C'est un effet d'emballement qui pourrait, à terme, conduire à un univers froid, vide et sombre, où les galaxies sont si éloignées les unes des autres qu'il n'y a plus d'univers autre que la lumière ne peut plus les atteindre. Personne ne sait vraiment ce qu'est l'énergie sombre. Elle pourrait être une propriété intrinsèque de l'espace lui-même, ce qu'Einstein appelait la constante cosmologique, ou elle pourrait être un champ dynamique, quelque chose qui change avec le temps. Les scientifiques continuent d'étudier les supernovae, les oscillations acoustiques baryoniques dans la distribution des galaxies et d'autres phénomènes pour essayer de comprendre la nature de l'énergie sombre. La NASA a lancé des missions comme le télescope spatial Nancy Grace Roman, qui sera spécifiquement conçu pour étudier l'énergie sombre en cartographiant la distribution des galaxies et en mesurant comment l'expansion de l'univers a changé au fil du temps. Ces observations pourraient nous donner des indices cruciaux sur ce qui pousse l'univers à s'étendre et sur le destin ultime du cosmos. La matière noire et l'énergie sombre sont des rappels humbles que nous ne comprenons pas encore l'univers dans son ensemble. Nous avons fait des progrès extraordinaires, découvert des milliers de planètes, cartographié des milliards de galaxies, détecté des ondes gravitationnelles, imagé des trous noirs. Mais la majeure partie de l'univers reste un mystère. Nous sommes comme des explorateurs qui ont cartographié les côtes d'un continent inconnu, mais qui n'ont pas encore aventuré à l'intérieur, et c'est peut-être ce qui rend la science si excitante. Il y a toujours plus à découvrir, toujours de nouvelles questions à poser, toujours des mystères qui attendent d'être résolus. Et chaque réponse que nous trouvons soulève de nouvelles questions, nous poussant plus loin dans notre quête de compréhension. Pensez-y, 45% de l'univers est composé de choses que nous ne comprenons pas. Nous vivons dans un univers dominé par l'invisible, par des forces et des particules qui échappent à notre détection directe. Et pourtant, nous continuons à chercher, à construire des instruments de plus en plus sensibles, à développer de nouvelles théories, à tester de nouvelles idées. C'est le cœur de la démarche scientifique, une curiosité insatiable, une volonté de remettre en question nos suppositions et une humilité face à l'immensité de ce que nous ne savons pas encore. La matière noire et l'énergie sombre ne sont pas des obstacles, mais des invitations à repenser notre compréhension de la physique, à explorer de nouveaux domaines, à imaginer des possibilités que nous n'avons pas encore envisagées. Et quelque part, dans les données que nous collectons, dans les observations que nous faisons, dans les expériences que nous menons, se cachent peut-être les réponses, ou du moins les prochaines questions à poser. Nous arrivons maintenant au terme de ce long voyage à travers les découvertes de la NASA, à travers les merveilles de l'univers. Mais avant de nous quitter, prenons un moment pour réfléchir à ce que tout cela signifie. Pourquoi explorons-nous l'espace? Pourquoi dépensons-nous du temps, de l'énergie et des ressources pour envoyer des robots sur Mars, des télescopes en orbite autour de la Terre, des sondes vers les confins du système solaire? La réponse, je pense, est profondément humaine. Nous explorons parce que nous sommes curieux, parce que nous voulons comprendre. Parce que nous sommes attirés par l'inconnu, par le mystère, par tout ce qui se cache au-delà de l'horizon. Cette curiosité est ce qui nous définit en tant qu'espèce. C'est ce qui nous a poussés à traverser les océans, à escalader les montagnes, à sonder les profondeurs de la mer et maintenant à atteindre les étoiles. Et chaque fois que nous découvrons quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle planète, une nouvelle lune, une nouvelle galaxie, nous élargissons notre compréhension de ce qui est possible. Nous repoussons les limites de notre connaissance. Nous ajoutons un nouveau chapitre au grand livre de l'histoire humaine. Mais il y a aussi quelque chose de plus. Lorsque nous explorons l'univers, nous nous explorons nous-mêmes. Nous découvrons d'où nous venons, comment nous nous sommes formés,
Quelle est notre place dans le grand schéma cosmique? Nous apprenons que nous sommes faits de poussière d'étoiles, que les atomes qui composent notre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles mortes depuis longtemps. Nous découvrons que nous sommes incroyablement chanceux de vivre sur cette planète, avec son atmosphère respirable, son eau liquide, son climat stable. Nous réalisons que la vie est fragile, que la Terre est un petit refuge précieux dans un univers vaste et souvent hostile. Et cette prise de conscience nous donne une responsabilité. La responsabilité de prendre soin de notre planète, de protéger la vie qu'elle abrite et de préserver ce miracle cosmique pour les générations futures. Parce que jusqu'à présent, malgré toutes nos découvertes, malgré toutes les planètes que nous avons trouvées, nous n'avons toujours pas trouvé un autre endroit où nous pourrions vivre. La Terre est notre seul foyer, du moins pour l'instant. Et pourtant, en regardant vers les étoiles, nous entretenons l'espoir qu'un jour, nous ne serons plus confinés à une seule planète, que nous deviendrons une espèce multiplanétaire, établissant des bases sur la Lune, des colonies sur Mars, peut-être même des avant-postes dans les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. C'est un rêve audacieux, un rêve qui pourrait prendre des siècles à réaliser. Mais c'est un rêve qui mérite d'être poursuivi, parce qu'en fin de compte, l'exploration spatiale ne concerne pas seulement la science ou la technologie. Elle concerne notre survie en tant qu'espèce et notre évolution en tant que civilisation. Elle concerne notre place dans l'univers et notre désir de transcender nos limites, de devenir quelque chose de plus grand que ce que nous sommes aujourd'hui. Les découvertes de la NASA au cours des dernières décennies nous ont montré un univers plus vaste, plus complexe et plus beau que tout ce que nous aurions pu imaginer. Elles nous ont donné des images à couper le souffle, des données fascinantes et de nouvelles questions à explorer. Mais elles nous ont aussi donné quelque chose de plus intangible, plus profond. Elles nous ont donné un sentiment d'émerveillement, un sentiment de connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Lorsque vous regardez une image prise par le télescope Hubble ou le James Webb, lorsque vous contemplez une nébuleuse colorée ou une galaxie lointaine, vous regardez en réalité le passé. Vous voyez des étoiles telles qu'elles étaient il y a des millions ou des milliards d'années. Vous regardez à travers le temps et l'espace vers des endroits que vous ne visiterez jamais, vers des mondes que vous ne foulerez jamais. Et pourtant, il y a une connexion, parce que la lumière qui a voyagé depuis ces endroits lointains a traversé l'univers pour vous atteindre, pour frapper votre œil, pour vous raconter une histoire. Et cette histoire dit que l'univers est vaste, mais qu'il est aussi un, que tout est connecté, lié par les lois de la physique, par l'histoire cosmique, par le simple fait que nous partageons tous le même espace-temps. Nous sommes tous des passagers sur ce petit vaisseau spatial appelé Terre, voyageant à travers l'univers à une vitesse que nous ne ressentons même pas. Et pendant que nous voyageons, nous regardons autour de nous, nous posons des questions, nous cherchons des réponses, nous essayons de comprendre ce vaste et mystérieux cosmos dans lequel nous nous trouvons. Peut-être qu'en ce moment, alors que vous écoutez ces mots, vous êtes allongé dans votre lit, les yeux fermés, glissant doucement vers le sommeil. Peut-être que les images de planètes lointaines, de nébuleuses colorées, de trous noirs et de galaxies spirales flottent dans votre esprit comme des rêves. C'est parfait. Laissez-les venir. Laissez l'univers vous bercer, parce que le cosmos n'est pas un endroit froid et hostile. C'est notre maison. C'est d'où nous venons et d'une certaine manière, c'est ce que nous sommes. Chaque atome de votre corps a une histoire qui remonte au Big Bang, qui traverse des milliards d'années d'évolution cosmique. Vous êtes un morceau de l'univers qui s'est éveillé à la conscience, qui peut se regarder lui-même et se poser des questions. Vous êtes de la poussière d'étoiles contemplant les étoiles, et il y a quelque chose de profondément beau dans cela, quelque chose de presque magique. Les découvertes de la NASA continuent. En ce moment même, des rovers explorent la surface de Mars, des sondes survolent des lunes lointaines, des télescopes scrutent les profondeurs de l'espace, cherchant de nouvelles planètes, de nouvelles galaxies, de nouvelles merveilles. Chaque jour apporte son lot de nouvelles données, de nouvelles images, de nouvelles surprises. L'univers n'a pas fini de nous étonner. Il a encore tellement de secrets à révéler, tellement de mystères à dévoiler. Et nous, les humains, avec notre curiosité insatiable et notre soif de connaissance, nous continuerons à explorer, à chercher, à découvrir, parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce qui nous rend humains. Nous sommes des explorateurs, des rêveurs, des chercheurs de vérité. Et l'univers, dans toute son immensité et sa complexité, est notre terrain de jeu, notre salle de classe, notre source d'inspiration infinie. Alors que vous dérivez vers le sommeil, emportez avec vous ces images, ces idées, ces histoires de mondes lointains et de phénomènes cosmiques. Laissez-les enrichir vos rêves, colorer votre imagination.
Et demain, quand vous vous réveillerez, peut-être regarderez-vous le ciel avec un peu plus d'émerveillement, avec une compréhension un peu plus profonde de ce qui se cache là-haut. Peut-être vous souviendrez-vous que nous vivons à une époque extraordinaire, une époque où nous pouvons voir des images de galaxies situées à des milliards d'années-lumière, où nous pouvons détecter des planètes autour d'autres étoiles, où nous pouvons écouter les échos du Big Bang lui-même dans le rayonnement cosmique de fond. C'est un privilège de vivre à cette époque, d'être témoin de ces découvertes, de participer, même modestement, à cette grande aventure de l'exploration cosmique. L'univers est vaste, mais il n'est pas indifférent. Il nous parle à travers la lumière des étoiles, à travers les lois de la physique, à travers les motifs et les structures que nous découvrons. Il nous invite à le comprendre, à l'explorer, à nous émerveiller devant sa beauté. Et tant que nous répondrons à cette invitation, tant que nous continuerons à lever les yeux vers le ciel et à nous demander ce qui se cache au-delà, nous resterons connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous resterons des explorateurs cosmiques, des enfants de l'univers, cherchant notre place parmi les étoiles. Bonne nuit, voyageurs de l'espace. Que vos rêves soient remplis de merveilles cosmiques et que vous vous réveilliez demain avec un sens renouvelé de l'émerveillement face à ce vaste et magnifique univers dans lequel nous avons la chance de vivre. Les étoiles brillent toujours là-haut, attendant patiemment que nous les découvrions, une par une, dans cette longue et belle quête de compréhension qui définit notre espèce. Dormez bien et sachez que quelque part dans l'immensité, l'univers continue son éternelle danse de création et de transformation, un spectacle sans fin dont nous ne sommes qu'au début de la compréhension.